Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. La cité de la diaspora, bientôt construite au sud de Ouagadougou, 1000 villas bâties en faveur des Burkinabés de l'étranger. Un premier pas dans la politique d'accès de la diaspora à l'immobilier. Le Premier ministre a posé ce matin la pierre de cette cité. Un sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique non-OTAN se tient aujourd'hui et demain à son siège à Bruxelles. Le président américain met la pression sur ses partenaires européens pour qu'ils paient leurs contributions afin de faire fonctionner cette organisation de défense. Mais tout d'abord, la conférence internationale sur la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, PNDS, a pris fin hier. Clôture suivie d'une conférence de presse du Premier ministre Paul Kabatieba, qui a noté avec satisfaction la mobilisation des partenaires publics et privés. À l'issue de la rencontre, les intentions de financement pour le programme d'urgence pour le Sahel PUS et le programme d'appui aux économies locales PADEL s'élèvent à 621 milliards de francs CFA. Reportage Urbain Sommet, Vincent Tiendrebego. Après 2 jours de travaux, la conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDS s'est refermée mardi sur une note de satisfaction de la part du gouvernement initiateur de la conférence. Au bilan, les partenaires ont encore annoncé des intentions de financement pour les 2 programmes du gouvernement, le PUS et le PADEL, selon le Premier ministre qui a fait un point de presse à la clôture des travaux. Les partenaires institutionnels ayant pris part à la conférence ont marqué leur adhésion au plan d'urgence pour le Sahel. Ils ont également marqué leur adhésion au programme d'appui au développement des économies locales, le PADEL, et ils ont exprimé des intentions de financement en faveur de ces 2 programmes qui déboursés porteraient le niveau de financement potentiel de ces programmes à 621 milliards de francs CFA sur un montant total de 851 milliards en termes de besoins de financement. Des communications et des discussions, des rencontres B2B ont marqué cette conférence qui a mobilisé 375 participants sur la question de la transformation dans l'agro-silvopastoral. Il faut aller au-delà de la production, il faut aller à la transformation. C'est des problématiques qu'on peut vivre, qu'on a vécu au Maroc, que c'est vécu au Burkina Faso et vécu dans tous les pays africains. Et c'est une occasion de se partager les expériences pour pouvoir, trouver une issue. Au Burkina Faso, l'exemple de la filière la plus achevée en matière de transformation agro-silvopastorale, ça reste la filière coton. Si on faisait un peu de benchmarking en transposant un peu les acquis de la maîtrise de la culture du coton, et l'appliquer à n'importe quelle des filières, on verrait qu'on peut aller vers le stade de la transformation industrielle. Pour le Premier ministre, cet intérêt des partenaires conforte le gouvernement dans sa dynamique de développement, ce qui lui fait dire encore que le PNDS est en marche. La cité de la diaspora sortira bientôt de terre à Koubri, au sud de Ouagadougou. Le Premier ministre a procédé ce matin à la pose de la première pierre de cette cité inscrite dans le programme présidentiel. Cette future cité s'inscrit également dans la politique de l'habitat et du développement entamée depuis quelques années par le gouvernement burkinabé. L'objectif du projet est de faciliter à terme l'accès de la diaspora à l'immobilier. Oscar Soulama Nyarkiteda. Sur ce site de Guigemtenga, dans la commune de Koubri, naîtra une cité de belle facture. 1000 villas de 3 standings, F3, F4 et F5 pousseront dans les tout prochains mois avec toutes les commodités pour la diaspora burkinabé. La cité de la diaspora est et sera une cité d'accueil, mais en aucun cas une cité dortoir. Il y est prévu la réalisation d'équipements sociaux collectifs. Notamment, nous allons réaliser ici, nous avons prévu un espace pour réaliser la maison de la diaspora. Nous allons construire des écoles, des centres de santé, des marchés, des aménagements d'espaces verts, sportifs, etc., etc. C'est un engagement du gouvernement burkinabé avec comme philosophie faciliter l'accès à l'immobilier à tous les Burkinabés vivant à l'extérieur. Pourquoi l'initiative qui a été prise aujourd'hui permettra à nos frères qui sont à l'étranger d'avoir quelque chose chez eux. Et j'ai vu les villas qui sont présentées, ce sont des villas de haut standing
qui permettront donc à nos frères d'avoir des logements décents, de bonne qualité, qui répondent aux meilleurs standards, à des coûts qui défient toute concurrence. Pour les bénéficiaires, c'est un fait notable dans l'histoire du logement au Burkina. Elle est d'abord historique. Depuis 1960, aucun gouvernement n'a pensé aux Burkinabés de l'extérieur. La cité qui vient d'être dédiée à nous, la diaspora, c'est vraiment un grand signe. On peut dire que la honte a été bannie. Je m'explique, la honte a été bannie, c'est que vous voyez que le souci d'avoir une habitation se reflète sur tous les Burkinabés. Donc à cause de ces habitations, il y a beaucoup qui restent. Les parcelles auront une superficie de plus de 300 mètres carrés et la superficie totale de la cité est de 100 hectares. Elle est située à quelques kilomètres au sud du quartier Ouaga des Mules. Une fois les conditions remplies, les acquéreurs entreront en possession chacun de sa villa. Le vice-premier ministre chinois entame dans quelques heures une visite officielle au Burkina, plus d'un mois après le rétablissement des relations diplomatiques entre Ouagadougou et Pékin. Cette visite devrait marquer le point de départ de la mise en œuvre de projets jugés importants par les deux pays pour le développement du Burkina. Écoutons le point focal de la Chine, interrogé par Moumouni Soubega. Il souligne la portée de ce voyage au Burkina d'officiels de haut rang chinois. Cette visite d'une autorité aussi importante telle que le vice-premier ministre est le signe de la qualité des relations entre le Burkina et la République populaire de Chine. Désigner un émissaire tel que le vice-premier ministre donne une connotation positive dans les relations entre le Burkina et la République populaire de Chine. Et j'accueille l'arrivée du vice-premier ministre avec joie. Déjà après l'établissement des relations diplomatiques, nous avons des projets stratégiques que nous sommes en train de préparer. Et avec l'arrivée du vice-premier ministre, je sais qu'il y aura une accélération des discussions de ces projets. Parce que vous savez que d'ici le mois de septembre, il y aura la rencontre au plus haut niveau lors du sommet sino-africain. Donc, il va sans dire qu'il faut accélérer le processus afin d'être prêt en septembre. Et vous savez aussi que le vice-premier ministre vient aussi dans l'intention d'inviter le président Rochma Christian Kaboré à assister à une visite d'État. Ça veut dire qu'on franchit une autre étape de la considération que la République populaire a pour le Burkina en mettant en pratique, en mettant en œuvre une visite d'État que le président burkinabé doit avoir au mois de septembre. Le séjour du vice-premier ministre chinois sera marqué par l'inauguration de l'ambassade de Chine, des entretiens avec les plus hautes autorités burkinabées et une sortie sur des sites touristiques. Coopération militaire à présent, fin de formation initiale pour 22 officiers sapeurs-pompiers de 16 pays africains pendant 5 mois. Une formation pratique leur a été dispensée à l'Institut supérieur d'études de protection sociale à Ouagadougou. Tout cela a été sanctionné par un certificat de chef d'incendie. La cérémonie de fin de formation a connu la participation de nombreuses personnalités. Issa Kafando, Zalissa Sanfo. Ils sont au total 22 officiers sapeurs-pompiers à recevoir leur parchemin de fin de stage. Venus de 16 pays d'Afrique, ces soldats du feu ont reçu pendant 5 mois de formation les rudiments nécessaires en secourisme, en secours routier et en extinction d'incendie. Je rends grâce à Dieu, c'est un sentiment de joie et surtout d'honneur qui m'anime d'avoir été lauréat de l'ISEPS, qui est une école à vocation régionale qui forme les officiers sapeurs-pompiers. C'est me mettre à la disposition de la population, puisque c'est le but même de cette formation, être en mesure de venir au secours de tous ceux qui seront dans le besoin. Dans un contexte où nous avons beaucoup de défis de protection des hommes et des femmes à faire,
Je pense que cette école-là est très importante. De former d'abord, c'est des grands formateurs qu'on forme ici. C'est des officiers qui vont aller former d'autres personnalités, donc au niveau des casernes militaires, etc., pour que la protection civile connaisse un bon développement dans nos pays respectifs. L'Institut supérieur d'études de protection civile a été créé en 2012. Il a pour mission de participer à l'amélioration des capacités des services de protection civile des États d'Afrique à travers la formation, la recherche et la certification matérielle. Il a à ce jour formé 1077 officiers sapeurs-pompiers venus de tous les pays d'Afrique. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation poursuit sa tournée dans les régions du Burkina. Après Wayugia, Stanislas Ouaro s'est rendu à Dédougou dans la boucle du Moun. Avec les acteurs de l'éducation, il a été question du manque de moyens roulants. D'autres préoccupations ont tourné autour des établissements non conventionnés et établissements ouverts de façon irrégulière. Roger Kam Ismaël Djiloma Sirima. Une halte au domicile de l'instituteur qui avait été enlevé par les terroristes. Le ministre Ouaro est allé lui apporter une promesse du gouvernement, celle de réunir les conditions pour permettre à l'instituteur d'exercer son métier. Le ministre et sa délégation enchaînent une visite de courtoisie chez le chef de Dédougou avant d'entamer une rencontre avec les acteurs de l'éducation de la boucle du Moun. Ils abordent la question des établissements non reconnus par l'État. Nous sommes engagés à publier plutôt la liste des établissements non reconnus au plus tard en fin août de chaque année pour permettre aux parents d'élèves de ne pas inscrire leurs enfants dans des écoles non reconnues ou qui ne respectent pas les cahiers de charges. Le problème de mobilité des acteurs de l'éducation est également soulevé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État qui a été souhaitée par la population, donc nous n'avions plus la possibilité, en dehors de projets, de pouvoir donc acquérir du matériel roulant pour ces différentes structures-là. De telle manière qu'aujourd'hui, la plupart des Serbes ne disposent pas de moyens pour pouvoir se déplacer. À propos des classes sous paillotes et des écoles à normaliser, le professeur Ouaro indique que sur un besoin de plus de 12 000 salles de classe, 3 000 sont déjà construites. Nous devons tous nous mobiliser pour qu'ensemble, cette maison commune puisse vivre. Parce que les tiraillements et les nombreux coups bas et autres ne peuvent pas permettre à un département aussi grand que le nôtre de fonctionner et de vraiment s'épanouir. Des suggestions et des recommandations ont été exposées au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il promet d'en tenir compte dans sa feuille de route. La journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision, célébrée chaque année le 18 mai, a été commémorée hier en différé à Manga dans le Zuniogo. Le recul de l'excision a été noté grâce aux efforts de sensibilisation, mais demeure toujours des poches de résistance. La célébration de la journée 2018 était placée autour du thème « L'implication des élus locaux et de la jeunesse pour mettre fin au MGM ». Reportage Gérard Sommet, Dramandadia. Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Après des décennies de lutte, la pratique de l'excision est désormais à la baisse au Burkina. Mais il est encore trop tôt pour crier victoire. On note une tendance à la baisse, mais ça ne baisse pas suffisamment et puis pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc nous allons continuer à accompagner le gouvernement du Burkina Faso dans sa lutte, dans la lutte qu'elle fait contre les pratiques, ces pratiques néfastes-là. Du chemin à faire, car il y a toujours des poches de résistance. 47 filles ont été excisées entre 2016 et 2017. Et pour cette 18e journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision, célébrée en différé ici à Manga, les jeunes et les élus locaux sont attendus sur le terrain de la sensibilisation. Il faut qu'ils veillent à ce que cette pratique s'arrête. Vous savez que nous avons des lois protectrices, mais ces lois ne peuvent pas suffire si les gens n'adhèrent pas à cette idée de la tolérance zéro face à ce phénomène de l'excision. Aux actions du gouvernement et de ses partenaires s'ajoute à présent celle des leaders coutumiers et religieux. L'excision est une pratique ancestrale qui n'a plus droit de citer Foi de Naba Kiba II, chef de canton de Manga.
En marge de cette célébration a été lancée l'opération de délivrance d'actes de naissance et de cartes nationales d'identité burkinabé. Les bénéficiaires sont des femmes nécessiteuses des régions du centre-sud et de la boucle du Moun. Plus de 17 000 documents d'état civil seront délivrés d'ici la fin 2018. Gérard Sommet, Dramandadien. Judith n'y croyait plus. Elle reçoit enfin son extrait d'acte de naissance. Un nouveau départ pour cette femme de 41 ans. Je suis vraiment contente. Ce document qui matérialise mon existence me permet d'espérer une vie meilleure. À présent, je vais commencer une activité génératrice de revenus. Outre ce jugement supplétif d'acte de naissance, elle aura bientôt sa carte nationale d'identité burkinabé. C'est le début de l'opération de délivrance de 13 200 actes de naissance et 4 620 CNIB au profit des femmes de 66 communes du centre-sud et de la boucle du Mohon. Deux régions où le besoin en documents d'état civil se fait sentir, surtout pour la gente féminine. Vous savez que si ces personnes n'ont pas d'acte de naissance, elles ne sont pas comptées dans la population. Donc elles ne sont pas prises en compte dans les politiques de développement du pays. Donc il n'est pas possible que nous puissions travailler sans prendre en compte tous les Burkinabés. Et c'est l'intérêt de notre travail parce que c'est le mot, le cri de guerre du président du Faso qui dit qu'aucun Burkinabé ne sera laissé en marge de la société. La tenue de ces audiences foraines de délivrance d'actes d'état civil aux femmes s'étend jusqu'en fin décembre 2018. L'opération vise au moins 17 820 bénéficiaires. Un sommet de l'OTAN s'est ouvert ce matin au siège de l'organisation à Bruxelles et sera dominé par les questions de budget. Le président américain a donné le ton hier avant d'embarquer pour la capitale belge. Pour lui, les États-Unis ne doivent pas être les seuls à continuer à payer pour défendre les Européens. On s'achemine donc vers ce qui va ressembler à nouveau à un bras de fer entre Américains et Européens. Doit-on s'attendre à un nouveau coup d'éclat de Donald Trump lors du sommet de l'OTAN qui s'ouvre aujourd'hui et pour 2 jours à Bruxelles? Le président américain est arrivé avec la ferme intention de faire payer plus les Européens en matière de défense. Avant de traverser l'Atlantique, il s'est fendu de ce tweet. De nombreux pays de l'OTAN que nous sommes censés défendre non seulement ne tiennent pas leur engagement de 2%, ce qui est bas, mais depuis des années sont défaillants dans leurs paiements qu'ils ne versent pas. Vont-ils rembourser les États-Unis? Donald Trump n'a de cesse de fustiger la faible contribution des Européens au budget de l'OTAN alors que les États-Unis assurent 70% des dépenses militaires. Nous payons beaucoup trop et ils payent beaucoup trop peu, a-t-il insisté dans les jardins de la Maison-Blanche avant d'entamer cette tournée européenne et de lister les défis qui l'attendent. Face aux salves répétées de Trump, les Européens ne cachent pas leur irritation, à l'image de Donald Tusk. Avant l'ouverture du sommet, le président du Conseil européen a tenu à envoyer un message à Washington. Cher Amérique, considérez mieux vos alliés. Après tout, vous n'en avez pas tant que ça. Et, chère Europe, dépensez plus pour votre défense, car tout le monde respecte un allié bien préparé et équipé. L'argent est important, mais la solidarité est plus importante. Les critiques répétées de Donald Trump pourraient à terme semer la division et mettre à mal le fonctionnement de l'Alliance Atlantique. C'est ce que redoutent les Européens. Des Européens qui s'étaient fixés comme objectif de consacrer 2% de leur PIB à la défense à l'horizon 2024, mais qui ont dû revoir leur ardoise en raison des difficultés économiques et sociales. À ce stade, selon de nouveaux chiffres publiés ce mardi, seulement 7 pays de l'OTAN pourraient atteindre l'objectif des 2% cette année. Le Royaume-Uni, la Grèce, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, la Lituanie et la Roumanie. La France et surtout l'Allemagne sont en dessous de l'objectif. Plusieurs sujets à la une des journaux avec une priorité à la saison des pluies et les maladies qu'elle engendre. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Le gendarme de la corruption souligne aujourd'hui au Faso se consolide avec l'apport du 109. Le Conseil d'orientation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption se renforce ainsi avec la prestation de 9 nouveaux membres censés assister le contrôleur général d'État et en vue d'une gouvernance vertueuse. Pour Luc Marius Ubriga, rapporte Sidoya, c'est le début de la socialisation de cette structure. Pendant ce temps, sur un autre sujet, et vu par le pays, le CEFOR monte au créneau dans une conférence de presse
et protestent contre ce qu'ils qualifient de fuite de responsabilité du gouvernement. C'est suite aux propos de Madame la ministre de la Solidarité nationale et présidente du CONASU et selon lesquels le CONASU n'interviendra pas cette année dans des zones inondables. Et parlant d'inondation et donc de pluie, prévient un docteur dans les éditions Le Pays, c'est une période propice aux maladies d'origine hydrique, en l'occurrence le choléra. Je cite, « Avec l'absence de latrines, la saison pluvieuse est favorable avec les ruissellements d'eau. Alors, l'accès à l'eau potable, le lavage des mains, une bonne hygiène alimentaire et l'utilisation des installations sanitaires sont quelques règles à appliquer. Toujours en saison pluvieuse et avec son corollaire d'éclairs et de tonnerre, avertit l'observateur, des précautions s'imposent. Si vous êtes dans un bâtiment, restez-y et fermez portes et fenêtres. Si vous êtes à l'extérieur, abritez-vous dans un bâtiment ou dans un endroit clos. Et quand vous êtes sans abri, mettez-vous assis au sol, la tête entre les jambes et les mains sur les oreilles. Dans un véhicule, restez-y et ne touchez pas aux surfaces métalliques à l'intérieur. » Voilà, des conseils qui ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.